Attention, c'est parti pour notre grand jeu de rentrée, un indice pour les téléspectateurs à la maison. Question, avec quelle arme n'a-t-on encore jamais vu Captain America? Réponse A, sa bite. Réponse B, son couteau. Postez la bonne réponse dans les commentaires, le gagnant repart tout naturellement avec un héliporteur du Shield. Ah, j'étais persuadé que l'autre du Figaro, Judith Weintraub, quand elle a dû voir une tour, elle allait tweeter un 11 septembre, mais non, elle fait ça que sur les conseils recettes. Sarko non plus n'a rien dit, et je pense qu'avec les courts-circuits qu'il a dans le cerveau, il pense qu'on n'a plus le droit de dire le mot banane. Et oui, on a vu une photo de Zizi sur le téléphone de Chris Evans, alors que ce dernier était en live. Rien ne précise que c'est le sien. Bon, on pense absolument ce qu'on veut. En tout cas, ça a enflammé la toile et il a profité du buzz pour inciter les gens à aller voter. C'est une nouvelle méthode de communication, ça s'appelle l'appel aux burnes. Décidément, les héros et les Zizi, ça fait toujours beaucoup parler. Bon, demain soir 20h30, je compte sur vous parce qu'on part en live et on va jouer à l'ascension de Thanos. On va empêcher le titan fou d'avoir toutes ces pierres d'infinité. C'est une soirée sponsorisée par Philibert, ça s'appelle Commis Joueur, c'est le nouveau nom de l'émission. Je vous laisse deviner quel personnage je vais prendre dans les commentaires. Normalement, si vous avez vu la précédente soirée Philibert, vous devriez savoir sans problème. Je jouerai avec Justine et Maxime et il y aura Maury Toms à la régie. D'ailleurs, merci pour vos retours sur le décryptage du 3e chapitre de Hoxpox qui est sorti ce week-end en retard. Mais moi, vous savez, je m'en fous de l'algorithme de YouTube. Je ne monétise pas les vidéos. Le temps de cerveau disponible, je m'en fous aussi. Je le laisse à TF1. Donc, il y avait 4 chapitres à analyser. Il m'a pas fallu moins de 38 minutes pour le faire. Mais apparemment, ça vous a plu. Donc, je vous remercie. Je vous mets le lien à la fin de ce JT pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et si vous voulez continuer à m'entendre parler des X-Men, je serai au Bulberry le 3 octobre prochain à la médiathèque de Bourges et on fera une conférence dessinée avec Bruno Bessadi qui va dessiner des X-Men pendant que moi j'en parlerai des X-Men, de ce qu'ils représentent, etc. Et donc le dessin sera vendu aux enchères le lendemain au profit d'une association. On fera ça dans le respect des gestes barrières. J'animerai aussi 2 quiz le dimanche, mais je vous en reparlerai. Bon, ici, votre fidèle commis des comics. Vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 262e JT Comics. Il a fallu que je parle de Valéry Giscard d'Estaing dans mon décryptage d'Hoxpox et paf, le lendemain, il allait à l'hôpital. Désolé, Bon, et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. Le Spider-Boy. Il s'appelle Yasart Singh, il a 7 ans, il est originaire de Kanpur en Inde et il a la particularité de s'être entraîné, d'arriver à monter au mur en collant ses mains et ses pieds aux parois. C'est assez phénoménal. Il dit qu'il a développé ça après avoir vu le film Spider-Man, comme quoi ne refaites pas ça chez vous. C'est un avertissement qui passe au-dessus de la tête des enfants qui en font qu'à leur tête. Et j'espère que celui qui se sent déjà pas mal invincible à 7 ans ne deviendra pas un casse-cou parce que imaginez comment il va se sentir alors à 14 ans. Pour l'instant, il souhaite devenir policier, donc j'espère qu'il se souviendra ce qu'implique d'avoir de grands pouvoirs. PC. DC, c'est clairement ce couple qui te soutient, qu'ils aiment absolument tous leurs enfants pareil, mais qui finissent toujours par en oublier plusieurs sur l'autoroute, voire dans le congélateur, alors que d'autres, Batman, ont toujours leur goûter de près quand ils partent à l'école, la meilleure place dans la bagnole et les meilleurs cadeaux d'anniversaire. D'ailleurs, vous emmerdez même pas, renommez la boîte Batman Comics, ça ira plus vite. Batman à gogo chez DC, qui a commencé par annoncer le retour de la série Batman Black and White, ce format d'anthologie qui rassemble des créateurs de grands talents pour des histoires courtes et en noir et blanc sur le Chevalier Noir. On avait déjà eu la première en 1996, il y en a eu 3 autres par la suite, la dernière c'était en 2014 et là on a un line-up de folie, il parle de Lee Wiggs, d'Andy Kubert, de Paul Dini, de G.H. William III, Sophie Campbell, Hardman, Corinna Becco, enfin c'est impossible d'en vouloir à DC quand ils mettent Batman à cette sauce là. Non, le problème c'est quand DC fait comme les bouchers peu scrupuleux qui découpent les bouts d'intrigue un petit peu passés de date, un petit peu avariés, qui les rassemblent tous au sein d'un comics merguez. Là c'est le fameux projet de 5G dont l'annulation et la mort clinique a été confirmée par Jim Lee au DC Fandom et on se doutait de toute façon qu'ils avaient pas la 5G quand on a vu les problèmes de lag qu'il y a eu sur la 2e partie de ce DC Fandom, à croire qu'ils allaient sortir un event nommé 56K. Donc il n'y aura pas ce grand projet DC qui consistait à assainir la continuité, à créer une nouvelle timeline et à passer le flambeau à une génération de héros plus jeunes. Alors il y a déjà eu l'épisode de Flash qui a été recyclé, le Batman de Ridley également. Et maintenant, c'est un autre pan de l'histoire, et donc le Batman de 1939 qui va devoir monter une équipe de super-héros pour lutter contre une menace cosmique d'envergure. On verra si c'est le Batman qui s'amusait à pendre les criminels du haut de son Batplane, juste avant que DC dise aux auteurs allez-y mollo, il nous faudrait pouvoir avoir des vilains qui reviennent pour des questions de merchandising, de marketing. Un comics merguez en one-shot, 80 pages, 10 $ avec des grands noms comme Robert Venditti, Dan Jurgens, Ivan Reis, Kevin Nolan ou encore Brian
Bryan Hitch. Et pour ceux qui préféraient les croquettes, hein, ça y est, la série de Tom King et de Clayman, donc Batman Catwoman, sortira enfin en décembre. Vous savez, c'est une série qui a été annoncée juste après que Tom King ait été débarqué du titre Batman, une quinzaine d'épisodes avant la fin de son grand run qu'il souhaitait révolutionnaire pour le personnage. On nous promet d'explorer le passé avec la rencontre entre le chat et la chauve-souris, le futur lointain, Batman qui est mort, et vous saurez pourquoi dans le détective 1027 qui sort ce mois-ci, on en reparle après mais sans vous spoiler, donc ça va lui permettre à elle d'assouvir une vengeance à l'abri du regard moralisateur de son bien-aimé. Et ça nous promet aussi l'entrée dans l'univers d'ici Comics canon, hein, de l'antagoniste Phantasm, donc du dessin animé de 1993, mais cherchez pas plus loin, la case la plus flippante de Clayman, c'est probablement celle-là où on voit Bruce et Selina en début débat pendant que derrière eux le serviteur chauve sourit. C'est gênant, hein, et on est au moins aussi gêné qu'Oliberi qui pendant qu'elle tournait le film Catwoman, eh bien sentait que c'était un petit peu merdique, hein, mais elle a dit que bon, c'était juste une actrice, hein, ni la réalisatrice ni la scénariste, mais elle se souvient hein, s'être demandé pourquoi est-ce que Batman, Superman pouvaient sauver le monde, tandis qu'elle s'occupait de problèmes de crème de beauté foireuse. Dans le numéro d'anniversaire de la toute première apparition de Batman, le détective comics 1027, Grant Morrison revient sur le personnage et il va rendre hommage au premier héros pulp avec le Silver Ghost, hein, qui va se déclarer protecteur de la ville de Gotham City, probablement avant Batman, hein, et de toute façon c'est toujours un plaisir, là c'est avec Chris Burnham, mais quand Grant Morrison fait escale à Gotham City. Et enfin je sais que beaucoup l'attendent en désespérant un petit peu, mais Jim Lee a confirmé que le tome 3 de Batman Earth One était quasi terminé, qu'une date de sortie allait être annoncée prochainement. Amishman. Alors quel est le cap si DC ne fait pas sa 5G? Est-ce qu'ils vont se mettre à faire des comics sur les Amish, comme pourrait penser notre très intelligent chef de tribu? Eh bien non, et j'espère que c'est pas trop prémonitoire, mais le cap c'est l'hiver éternel, puisque Andy Lanning et Ron Mars s'apprêtent à sortir Endless Winter et créer un tout nouveau vilain, un tout nouvel antagoniste pour l'occasion qui s'appellera le roi du givre, hein, Frost King. Il sera tout droit tiré de la mythologie nordique et il fera s'abattre le blizzard éternel hein, sur tout l'univers d'ici. John Stewart, le Green Lantern, sera un personnage central de cet event hein, et sera propulsé même après coup au premier plan de l'univers DC Comics, et l'event en lui-même avec ce froid qui paralyse le monde entier hein, devrait évoquer un petit peu la pandémie mondiale qui nous a touché aussi. C'est peut-être pour ça qu'on parle également d'un grand retour au premier plan de Poison Ivy qui serait renommée, alors avec le froid je pensais qu'elle serait renommée Edelweiss, mais apparemment pas, elle serait renommée Queen Ivy, hein, en anglais, en français ça donne la liane du diable, hein, c'est une des lianes les pires pour s'en débarrasser, apparemment ça pousse même dans le noir, c'est une merde absolue. Et c'est très intéressant parce que le personnage de Poison Ivy, il est super clivant au sein de DC Warner, hein, certains aimeraient l'avoir embrassé, son statut d'antagoniste majeur de l'univers DC, tandis que d'autres aimeraient tout simplement l'avoir embrassé Harley Quinn, hein, et donc le sous-texte lesbien qui existe depuis le début de la relation de ces deux personnages, hein, qui s'était un petit peu concrétisé avec le run de Jimmy Palmiotti et Amanda Conner, mais par exemple le scénariste Sam Humphries disait qu'on lui avait interdit d'intégrer le personnage à son run sur Harley Quinn. Et avec l'hiver éternel, le gel des comptes en banque hein, de chez DC qui semble ne plus vouloir trop donner d'argent à ses auteurs, hein, donc fini les contrats d'exclusivité ou alors les gros chèques aux auteurs qui sont des best-sellers. Je pense à Grant Morrison qui a fini son Green Lantern, il reprendrait peut-être Doom Patrol avec Mark Waid, mais ça reste à prendre avec des pincettes. Tom King également, Scott Snyder, je pense aussi à Geoff Johns, même James Tynion de Force hein, qui a été signé sur Batman juste avant qu'il explose vraiment, il était déjà bien connu pour chez Boom Studio avec Something is Killing the Children, et là avec son lancement à plus de 100 000 exemplaires du numéro 1 de son nouveau comics Department of Truth, il semblerait qu'il arrive à se faire en un numéro ce qu'il se fait en un an de Batman, hein. Donc ça va permettre à des nouvelles voix d'émerger, moins bien payées malheureusement pour eux, mais c'est une affaire à suivre. V. On a été très mal habitué récemment avec le film Tenet, mais il existe des acteurs qui comprennent parfaitement le film et le personnage qu'ils campent à l'intérieur, hein. C'est le cas d'Hugo Weaving qui a déclaré qu'il était très confus de voir des protestants anti-Black Lives Matter utiliser le masque de Guy Fawkes qui a été largement popularisé par Alan Moore et David Lloyd dans V pour Vendetta. C'était déjà ironique cette affaire puisque Guy Fawkes, il y a maintenant 400 ans, c'était déjà un exécutant de la conspiration des poudres qui visait à rétablir le catholicisme à la tête de la monarchie anglaise et à tuer le protestant Jacques Ier pour le faire remplacer par Elizabeth, hein. Alors pas celle qu'on a actuellement, même si on pourrait croire, hein, non. Entre temps il y a eu un reboot. Certaines sources disent que c'est un contre-complot qui visait à décrédibiliser les catholiques pour justifier leur persécution, hein. Donc voilà, ils voulaient
voulait faire sauter en tout cas le Parlement avec plein de barils de poudre, mais il n'y est pas arrivé, il est mort. Des années plus tard, entre la BD et l'adaptation au ciné, eh bien, le concept, le masque très stylisé a été repris aussi bien par des anticapitalistes, des black blocs, des anarchistes, hein, qui reprennent une figure catholique, c'est marrant. Les Anonymous également, et maintenant c'est même les anti-Black Lives Matter, hein, donc là bon, on est sur une sauce aigre douce, hein, comme le dit Hugo Weaving, qui dit qu'il pense que Guy Fawkes est un symbole de méfiance, de remise en cause du gouvernement, et que là ça va pas trop. King Kong. Oh là là, j'ai l'impression que ça fait au moins 10 ans qu'on n'a pas eu de news majeure sur le MCU. Et bien là, on en a eu une, puisque l'acteur Jonathan Majors aurait été casté pour peut-être incarner Kang le Conquérant dans Ant-Man 3. Hein, et donc celui qui est apparu dans le Fantastic Four numéro 8 risque de vous donner, même si on sait que Marvel Studios aime bien modifier l'origine et les motivations de leurs personnages, risque de vous donner de graves maux de tête. Et oui, puisqu'on a appris plus tard que Kang, en fait, c'est un personnage qui s'appelle Nathaniel Richards, hein, qu'il a fouillé au 31e siècle dans les affaires de Fatalis, qu'il a trouvé de quoi remonter le temps et qu'il est allé absolument dans toutes les timelines et qu'il est resté. Il a mis des versions de lui un petit peu partout, donc ça a fait un bordel pas possible. Certaines sources disent que c'est le père de Reed Richards, d'autres, bon, que c'est quand même un descendant qui y est relié. C'est pour ça que cette nouvelle suscite une double excitation. Certains y voient un moyen d'introduire la toute première famille Marvel dans le MCU, hein, et le personnage maléfique donc de Kang le Conquérant n'est certainement pas à prendre à la légère, puisque pendant la dynastie de Kang, il a soumis la Terre à sa volonté. On nous dit qu'il a fait ça avec des milliers de planètes et qu'il a des trillions d'esclaves, et on peut le voir dans le Uncanny Avengers de Rick Remender, on peut le voir en 4145 se balader dans une espèce de salle des trophées où il nous dit qu'il a battu à la main, hein, tous les héros que vous pouvez voir là. Donc ça risque d'être un petit peu galère s'ils en font l'antagoniste comme ils souhaiteraient le faire, un principal de la phase 4. Lisez, lisez et lisez. Moi cette semaine c'était évidemment le gros rush pour terminer la préparation de Hoxpox, la vidéo 4 sur 5. Je suis déjà en train de préparer le dernier chapitre qui est sorti il y a une semaine ou deux chez Panini. Donc il n'y a que 3 chapitres, mais c'est la conclusion, donc c'est un petit peu compliqué. Sur ma pile de lecture, il y a toujours des Savage Shores, il y a toujours Die de Gillen et de Hans, mais c'est rajouté Murder Falcon. Hein. Alors ça, c'est un titre qui, je pense, est passé au numéro 1. Hein. C'est par Daniel Warren Johnson. C'est le dieu du heavy metal qui vient protéger la Terre de monstres, hein, à coups de gros riffs de guitare et de patates de forain. Il y a même des variantes cover, hein, qui reprennent les designs des pochettes d'albums de métal. Hein. Ça, c'est Pantera, par exemple. Enfin, il y a plein de trucs. Donc ça, je le sens très très bien. Et je pense que c'est ce que je vais lire en premier cette semaine pour me détendre un peu et pour en musique, voilà, en plus. Et aussi, je voulais montrer, hein, le dernier omnibus du Batman de Grant Morrison qui est sorti. Et donc, il y a toute la période plutôt Batman Incorporated, hein, qui est là. Et je pense que je vais relire ça avec un très très grand plaisir. Hein, surtout pour le Batman Day où on va vous annoncer des news du jeu de rôle Batman, voire peut-être même du jeu de plateau. Hein, puisque il va y avoir un futur avec Monolith. Hein, je vous rappelle que je travaille sur un jeu de rôle officiel Warner avec Monolith, un jeu de rôle dans l'univers de Gotham City. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous lisez, lisez et lisez. J'espère que vous avez jeté 2 yeux au one-shot de la semaine dans le bandeau. Hein, dessiné par Alric, scénarisé par Messoin, qui opposait Mojo à Joker, avec voilà une espèce de double victoire cette semaine. Le prochain oppose le Silver Samurai à Deathstroke. Il me tarde que vous lisiez ça. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui le regardent, qui mettent des pouces bleus, qui le partagent, hein, sur Facebook, qui tweetent, qui retweetent, qui m'incorporent dans des stories. Vous me donnez de la force et croyez-moi, je vous vois. N'hésitez pas à me dire votre news préférée, par exemple, dans les commentaires sur YouTube, où je réponds à chacun d'entre vous, hein, sur les réseaux sociaux également, hein, donc Facebook, Twitter, Instagram et le Discord. Rendez-vous demain 20h30 en live sur la chaîne, hein, pour la première de Commis Joueur. Hein, on jouera à l'ascension de Thanos, et sinon rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Oh putain, Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de TF1. Et là il y a un coup à jouer, hein. Je vais aller tourner des petits reportages sur les vendeurs de comics locaux, et je vais saouler tous les retraités qui regardent TF1 jusqu'à ce qu'ils aient au moins lu le Swamp Thing d'Alan Moore, Transmétropolitane, et qu'ils aient tous vu la trilogie des Human Centipede. J'appelle TF1.